Quel objet est plus beau qu'un ballon? Perfection du cercle, symbole d'un sport planétaire, la sphère, centre des centres, est au cœur du plaisir footballistique, pourtant, elle reste souvent à la marge de l'analyse. Enfant, on se l'arrache, plus grand, on l'oublie, on ne devrait pas, il y a tant de choses à en dire. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas choisi un sujet précis pour le traiter en profondeur comme on fait d'habitude. Ça m'avait vraiment manqué, et donc aujourd'hui j'ai décidé de m'intéresser à l'évolution des ballons de foot. Vous allez voir que c'est fascinant. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que même ce ballon, qu'on se représente généralement comme étant le tout premier, même ce ballon a des ancêtres. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'avais fait une vidéo intitulée « Qui a inventé le football ?», où je revenais en détail sur la pratique de plusieurs jeux de balles primitifs, le tsuchu en Chine impériale, la soule, surtout en Normandie, le kemari au Japon, puis même des sports comme l'arpastum en Rome antique, le calcio florentin. Bref, toutes ces disciplines qui sont des aïeux lointains du football avaient des ballons différents. Du cuir fourré avec des plumes pour le tsuchu, une peau de cerf retournée et remplie de grains d'orge pour le kemari. On a aussi des documents qui nous parlent d'utilisation de boules de chiffon, de têtes de porc, même de crâne humain. Puis progressivement, le type de ballon entre guillemets qui devient le plus utilisé, le plus répandu, c'est celui à base de vessie animale. Alors surtout de cochons et de moutons qui sont gonflés donc à la force des poumons. Mais le problème avec une vessie animale, c'est déjà que généralement elles sont pas tout à fait rondes, pas tout à fait sphériques, donc pour un ballon de foot c'est pas top. Et puis surtout, le problème avec une vessie gonflée, c'est qu'elle n'est pas très résistante, elle se perce souvent ou facilement. Du coup, la première vraie innovation technologique qui va faire sortir le ballon de sa préhistoire, c'est celle de l'enrobage en cuir. On continue donc à jouer avec une vessie animale, mais celle-ci est maintenant protégée par une enveloppe de cuir très épaisse et attachée par un lacet. C'est aussi à cette époque, en 1872 plus précisément, que la fédération anglaise fixe les dimensions officielles du ballon de foot, qui doit premièrement être sphérique, deuxièmement gainé de cuir, troisièmement, avoir une circonférence de 68 cm et, quatrième point, peser entre 396 et 453 grammes au début du match. Et c'est une précision importante parce qu'à l'époque, les ballons sont pas étanches, peuvent absorber du coup beaucoup d'eau pendant le cours de la rencontre et aller jusqu'à même doubler de volume. Ça a changé aujourd'hui, on va y revenir, mais les règles, elles, sont quasiment restées les mêmes. Le ballon doit toujours évidemment être sphérique. Niveau circonférence, à nouveau, on est très proche de 1872, entre 68 et 70 cm. Pareil pour le poids, cette fois, c'est entre 410 et 450 grammes. Il y a un degré de pression qui est précisé aussi. Et pourtant, au-delà de cette équivalence apparente, on sait que depuis 150 ans, le ballon de foot a changé. Comment ? Alors pour mesurer cette évolution et pour en donner des exemples très précis, il y a un prisme que je trouve particulièrement puissant, c'est celui de la Coupe du Monde. Déjà parce qu'elle nous offre une trame régulière, donc depuis 1930, et si on accepte évidemment les années 40, mais depuis 1930, on a un mondial tous les 4 ans, donc pratique on va dire pour suivre pas à pas le développement du foot et des ballons. La deuxième chose, surtout, c'est que, historiquement, la Coupe du Monde, c'est toujours un très bon prétexte pour innover. Historiquement, il y a une concentration de moyens et d'efforts qui est mise en place au moment de la Coupe du Monde, qui font que l'histoire, peut-être même du football en général, l'implémentation de la VAR en 2018 par exemple, mais a fortiori l'histoire des ballons se fait et se lie très bien à travers l'histoire des ballons à la Coupe du Monde. Et donc vous allez le voir, on est parti de très loin pour le premier mondial de 1930, que la France d'ailleurs rallie en bateau, une traversée de l'Atlantique de 2 semaines qui voit les joueurs s'entraîner sur le pont du navire, belle histoire. Pour la Coupe du Monde 1930, donc, chaque sélection avait son propre ballon, et la finale du tournoi, qui a été disputée entre l'Argentine et l'Uruguay, a même été jouée avec 2 ballons. Celui de l'Argentine, en première mi-temps, les Argentins l'emportent 2-1, celui de l'Uruguay, en seconde mi-temps, là la dynamique s'inverse, et l'Uruguay, qui s'impose finalement 4-2, décroche le premier titre mondial de l'histoire. Alors coïncidence ou non, à partir de 1934, un ballon unique est créé, le Fédérale 102, qui va sourire aux hôtes italiens. Ensuite, on a celui de 1938 pour la Coupe du Monde en France, puis celui de 1950, et là on voit déjà une innovation, c'est celui d'éclaircir le cuir qui est beaucoup moins sombre qu'avant. En fait, à l'époque, on commence à réfléchir de plus en plus au football et peut-être même au sport en général, on commence à y réfléchir de plus en plus au prisme des spectateurs. Et avec l'introduction parallèle des éclairages par projecteur dans les stades, on veut un ballon plus visible qui se confond moins avec des pelouses souvent boueuses.
C'est aussi à ce moment que l'idée du ballon orange en cas de neige voit le jour, et c'est encore quelque chose qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, on a déjà là une des raisons pour lesquelles je trouve ce sujet aussi intéressant, c'est qu'à travers l'histoire des ballons, une petite histoire, un prisme réduit a priori, en fait, on lit en parallèle le développement d'un sport, et peut-être même d'une société qui devient, dans les années 50, de plus en plus préoccupée par l'expérience du spectateur qui est aussi un consommateur. Donc c'est quelque chose qui se poursuit en 54, qui devient encore plus clair, c'est le cas de le dire, en 58. Là, c'est le fameux mondial suédois et la première victoire du Brésil et d'un Pelé adolescent. Un super modèle doré en 62 que je trouve assez incroyable, le crack Top Star. Et puis un bref retour à une couleur cuir en 66, moins sombre que dans les années 30, mais quand même nettement plus qu'il y a quelques années. Alors si je devais me risquer une hypothèse, je dirais peut-être qu'il y avait la volonté pour cette Coupe du Monde en Angleterre de revenir aux origines. À Wembley, dans le berceau du football, on revient à un cuir un peu plus foncé, un peu plus traditionnel. Peut-être que c'est une réflexion aussi totalement anachronique, peut-être qu'il n'y avait pas vraiment de culture rétro à l'époque, et que du coup, c'est pas du tout ça. La vérité, c'est que j'en sais rien. Toujours est-il qu'une révolution majeure se profile, car 4 ans plus tard, Adidas arrive et change tout. Son Telstar, nommé ainsi en référence au satellite américain qui lui ressemble, est la véritable étoile du mondial mexicain de 70, au point même d'être représenté sur le logo de la compétition. 20 hexagones blancs, 12 pentagones noirs, la géométrie iconique du Telstar en fera même une star de la télé. Au présent, grâce à une Coupe du Monde superbe, une des plus belles de l'histoire, au futur aussi, en devenant un symbole de dessin animé. Quand on pense au foot et à son ballon, on pense presque toujours au Telstar. D'ailleurs, il sera reconduit en 74 avec un revêtement polyuréthane qui lui empêche de prendre l'eau, puis le design va un peu changer, c'est surtout esthétique, mais voilà le Tango de 78 et celui de 82, l'Azteca de 86 ensuite pour le retour de la Coupe du Monde au Mexique, qui est pour moi un des plus beaux de l'histoire, quel ballon magnifique. Il a aussi la particularité d'être le premier ballon de Coupe du Monde entièrement synthétique. Après on a l'Etrusco Unico de 90 pour le mondial italien, très joli aussi, comme le Kestra de 94, avec un thème un peu spatial pour les États-Unis. Et puis en 98, une nouveauté, c'est l'arrivée de la couleur sur le ballon avec le bien nommé tricolore. Alors ensuite, le 21e siècle sera encore plus friand de prise de risque, d'abord esthétique, le Fever Nova 2002 troque le blanc pour un blanc cassé voire doré. Ensuite, et surtout de prise de risque technique, en 2006, le très célèbre Team Geist abandonne ses 32 pentagones et hexagones pour un design à 14 panneaux qui ne sont plus cousus, mais thermocollés, l'objectif annoncé étant d'offrir une surface plus lisse et plus facile à contrôler. À ce sujet, les avis divergent, mais aucun ballon n'aura plus de détracteurs que le Jabulani de 2010. Avec seulement 8 panneaux, il est jugé beaucoup trop imprévisible et critiqué successivement par Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Lionel Messi, Robinho. Le Brazuca de 2014 s'en sort mieux, comme le Telstar 18 d'il y a quelques étés. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à travers l'histoire du ballon à la Coupe du Monde, on a une retranscription assez fidèle de l'histoire du ballon en général, de ses évolutions. Intéressant peut-être de noter la mainmise qu'a Adidas sur la compétition depuis 70, alors que les championnats majeurs, eux, sont plus du côté de Nike. C'est le cas par exemple de la Première Ligue depuis 2000, avant ils étaient équipés par Mitre avec des ballons assez sympas, mais voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'ils sont chez Nike, c'est le cas de la Serie A aussi. C'était le cas de la Liga qui est passée chez Puma cette saison, et d'ailleurs celui de la saison prochaine est pas trop mal. La Bundesliga a plus de ballons Adidas, mais un ballon Derby Star, et la Ligue 1 est passée du côté de Dulsport. Alors du coup, pour finir, je voulais vous faire un petit top de mes ballons préférés, où je pense que je mettrai d'abord les premiers Nike Merlin, qui a été utilisé un peu partout, mais dont j'ai surtout de très grands souvenirs en Première Ligue entre 2000 et 2004. Ce design m'a vraiment marqué, je dirais que pour moi il est associé à Thierry Henry, Van Nistelrooy, le duel des buteurs. Pareil ensuite pour les Total 90 qui ont suivi, ça c'était une sacrée époque, et c'est plein de souvenirs aussi. Ensuite, je dirais sûrement les premiers ballons de Ligue des Champions avec des étoiles. Donc c'est en 2001-2002 qu'on a la première itération de ce motif. Avant, il n'y avait pas d'étoiles sur le ballon. Mais pour moi, celui de 2003-2004 avec ces étoiles bleu marine est le plus marquant de tous. C'est une époque où on avait encore les pentagones et les hexagones. Aujourd'hui, les panneaux thermocollés prennent la forme des étoiles, ce qui les rend, je trouve, encore plus purs. J'aime bien, mais ça a été gâché avec beaucoup de détails que là, pour le coup, je trouve pas incroyable. Les derniers sont pour moi sûrement les moins beaux, beaucoup trop colorés. Et puis enfin, le ballon qui, je pense, a le plus marqué mon enfance, avec lequel j'ai le plus joué, c'est sûrement le Rotero de l'Euro 2004. Pas nécessairement le plus joli de tous, mais voilà, pour moi, si chargé en émotion et en nostalgie. C'est aussi le tout premier ballon de l'histoire à être personnalisé en fonction du match. Aujourd'hui,
aujourd'hui dans le cadre d'un match d'une grande compétition, on voit souvent sur le ballon une référence à ce match, un peu comme celle qu'on peut lire parfois sur les maillots, donc les équipes qui s'affrontent, la date, le lieu, etc. Tout ça a commencé avec le Roteiro, qui ajoutait en plus les coordonnées géographiques du stade. En fait, pour la petite histoire, le Roteiro, c'était un guide maritime utilisé par les navigateurs portugais entre le 16e et 19e siècle. Donc voilà, pour l'Euro 2004 au Portugal, le ballon y faisait allusion. Et puis peut-être la dernière chose à dire sur tout ça, et quelque chose qui vous a particulièrement marqué quand j'en ai parlé sur Twitter lundi, c'est de se souvenir aussi de l'époque où chaque équipe française avait son propre ballon. Il n'y avait pas un ballon pour l'ensemble de la ligue, et où un déplacement à l'extérieur signifiait stade différent, mais aussi ballon différent. Comme j'en parlais, j'ai des souvenirs très forts du ballon Umbro de l'OL, mais aussi ceux d'Auxerre, de Monaco par exemple, un autre temps. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis soit d'apprendre, soit de revoir quelques éléments de la belle histoire du ballon. Avec l'avènement du sport télévisé, le ballon ça fait quand même partie de ces objets qu'on fixe le plus. Combien d'heures est-ce qu'on a passé dans nos existences à fixer ce petit point blanc, à fixer un ballon? Pourtant, on en parle assez peu, comme je disais en introduction, c'est quelque chose qui est souvent à la marge de l'analyse, donc voilà, cette vidéo était aussi l'opportunité de réparer cette injustice. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire avec un petit like, un petit pouce bleu, ou en commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, les prochaines analyses sur la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner, ça m'encourage énormément. Enfin, si mon maillot vous a plu et que vous cherchez une pièce en particulier, je vous mettrai le lien affilié du site que j'utilise, The Football Market, en description. Alors de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite, plus vite que la dernière fois, promis. Bon, je crois que cette période est compliquée pour tout le monde, bien sûr. Je crois que j'essaie encore de trouver un peu mes repères, mes marques, et ça déteint un peu sur la régularité des vidéos sur la chaîne. J'en suis désolé, mais ça va aller, on va retrouver le rythme. Donc, d'ici la prochaine, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Prenez soin de vous surtout, et de vos proches. On se dit à bientôt. Bisous.